Bien, mes chers collègues, très heureux de vous retrouver dans notre ruralité à Dossel dans les Vosges, comme à Entraigue-sur-Volane en Ardèche, mais aussi dans des espaces plus denses comme à Chaillevette en Charente-Maritime ou à Arzal dans le Morbihan. Elles sont des personnes de confiance pour les habitants, une des incarnations les plus aimées de l'échelon communal aux côtés des équipes municipales. Je dis elles, car dans leur immense majorité, ce sont des femmes, à plus de 90%. La moitié d'entre elles travaillent pour plusieurs communes, parfois pour 3 ou 4, comme j'ai eu à le voir et à le connaître dans ma circonscription quand j'étais président de communauté d'agglomération. Vous l'avez deviné, mes chers collègues, nous parlerons aujourd'hui des secrétaires de mairie dans cette réunion de notre délégation. En effet, un texte avait été déposé au Sénat il y a déjà plusieurs mois, au début de l'année 2022, en mars, par la sénatrice Céline Brulin, en mars 2022, mais il n'a été examiné qu'un an plus tard, en séance publique. Et au moment de son examen, le ministre de la fonction publique s'était engagé à poursuivre le débat, et notamment le travail de concertation avec les employeurs territoriaux, avec les associations d'élus, l'AMF, la MRF, la Fédération nationale des centres de gestion, sur les leviers d'action permettant de donner un souffle nouveau à cette profession, afin de compléter le texte sur d'autres domaines que la seule formation des secrétaires de mairie, notamment sur l'attractivité du métier, sur le recrutement de ce métier, sur la formation, mais aussi sur les compétences, les rémunérations et les carrières. C'est tout le sens, cet élargissement du propos d'une nouvelle proposition de loi qui a été déposée au Sénat par le sénateur François Patriat et par plusieurs autres de ses collègues le 1er mai 2023 et qui a été adoptée après engagement par le gouvernement de la procédure accélérée le 14 juin dernier. C'est ce texte qui revient à l'Assemblée nationale où il a été enrichi par la commission des lois, examiné la semaine dernière, et c'est notre collègue Marie-Agnès Poussier-Winsbach, que je remercie de s'être rendue disponible, secrétaire de notre délégation, qui en a été désigné comme rapporteur. Et il me semblait tout à fait légitime, même si certains de nos collègues, bien sûr, siègent à la commission des lois, mais ce n'est pas le cas d'une majorité d'entre nous, il me semblait tout à fait légitime que notre collègue, a fortiori membre de cette délégation et membre du bureau de cette délégation, vienne nous présenter ses conclusions. Je précise que le rapport n'est pas encore disponible, sauf erreur de ma part, chers collègues. Ce texte, je n'en doute pas, sera bientôt inscrit à l'ordre du jour. On aura peut-être l'occasion d'en parler, puisque nous savons ici et là à quel point le gouvernement souhaite son inscription et son examen pour revaloriser cette mission. En effet, les secrétaires de mairie sont à la fois les chevilles ouvrières, les couteaux suisses ou les courroies de transmission, selon les métaphores que vous préférez des maires et de leurs communes. En fait, la spécificité de leur métier est pour beaucoup liée à leur polyvalence dans ces communes de moins de 2000 habitants, puisque c'est bien de celle-ci que nous parlons. Spécificité du métier aussi parce que cette fonction de secrétaire de mairie, même si j'utilise le terme de métier à dessein, cette fonction ne se traduit pas par une catégorie bien précise. La répartition se fait entre les catégories A, B et C, avec une nette prépondérance au moment où nous parlons de la catégorie C à 60%. Et je sais, Madame la rapporteure, que c'est un des points clés du rapport que vous nous présenterez, mais aussi du texte lui-même, que précisément de permettre qu'il n'y ait plus à terme de secrétaires de mairie en catégorie C, mais uniquement des agents de catégorie B ou A. La moitié d'entre elles, j'ai eu l'occasion de le dire, travaillent aussi pour plusieurs communes. Cela pose des questions parfois de portage et de simplification possible du contrat de travail par la possibilité que d'autres structures portent le contrat de travail, comme c'est fait parfois par des intercommunalités dans un certain nombre de territoires. L'attractivité de ce métier de secrétaire de mairie, comme celui d'autres agents municipaux dont nous avons eu l'occasion de parler ici, je pense en particulier aux policiers municipaux et à l'excellent travail qui nous avait été remis par nos collègues Lionel Royer-Perrault et Alexandre Vincendet dans le cadre de leur mission d'information au long
court, mais aussi à l'attractivité des métiers d'auxiliaire de puériculture territoriale dont nous parlons en ce moment, eh bien, dans ce paysage d'une fonction publique territoriale à rendre plus attractive, chacun le comprend, il est absolument légitime et même impératif de se consacrer spécifiquement au métier de secrétaire de mairie, à plus forte raison quand on regarde la pyramide des âges de ce métier, avec 30% de départ en retraite attendu par rapport à l'effectif actuel des secrétaires de mairie d'ici à 2030, et de vraies situations de détresse, j'utilise le mot à dessein, de détresse de maires de communes rurales qui sont confrontés à des situations de pénurie, qui essayent de trouver des solutions parfois bricolées qui ne leur conviennent pas. Et c'est aussi à ces maires, à travers la revalorisation du métier de secrétaire de mairie, que nous devons, en tant que législateurs, d'apporter un début de solution. Améliorer l'attractivité de ce métier si singulier est donc, vous l'aurez compris, un impératif à court terme, faute de quoi le fonctionnement de nos communes, les services qu'elles rendent au quotidien, les projets, les réalisations attendues par nos concitoyens en souffriront. Cette proposition de loi, vous aurez l'occasion de nous le dire, Madame la rapporteure, doit permettre d'esquisser des réponses concrètes pour rendre le métier plus attractif, pour changer aussi son image auprès des jeunes qui entrent sur le marché du travail et veulent s'investir dans leur territoire. C'est donc avec plaisir que nous allons entendre dans quelques instants votre présentation de la proposition de loi telle qu'adoptée en commission des lois la semaine dernière. Et j'imagine que ça donnera lieu à un débat assez nourri, chacun de nous connaissant cette figure familière et les services éminents qu'elle rend à notre population. Je vous donne la parole, Madame la rapporteure. Merci infiniment, Monsieur le Président, chers collègues. Je suis très heureuse d'être devant vous, même si je suis un peu ennuyée parce que Monsieur le Président, qui connaît parfaitement les secrétaires de mairie, de par son expérience, il nous l'a rappelé, vous a complètement planté tous les enjeux. Donc, je ne veux absolument pas risquer de redire et de vous faire perdre du temps. Je voudrais peut-être vous expliquer du coup quelle a été la méthode, puisqu'on a rappelé en effet les enjeux, la rareté, 2000 secrétaires de mairie dont nous manquons déjà dans notre pays. Nous savons que 30% d'entre eux partiront d'ici 2030 et des situations qui sont extrêmement variables d'un lieu à un autre, puisqu'au fond, comme je le dis souvent, nous avons autant de secrétaires de mairie que nous avons de communes, autant de communes que de géographie, que de départements, que de situations. Et c'est ce qui a été parfois compliqué dans les auditions que nous avons eues, parce que nous voyons que chacun aimerait planter à partir de sa propre situation comment dit-on, nous faire prendre des mesures en fonction de sa propre situation, sans penser que le voisin serait lui dans une autre situation. Donc ce qui a été au cœur de nos réflexions, c'est de nous dire comment est-ce qu'on fait pour simplifier les choses, partant du constat que nous devons faire en sorte que les élus, les maires qui nomment les secrétaires de mairie, et maintenant nous dirons plus secrétaire de mairie, nous dirons secrétaire général de mairie, sans distinction de nombre d'habitants, etc., puissent avoir la liberté de nommer des catégories B, des catégories A, bref, ce dont ils ont vraiment besoin. Nous avons beaucoup auditionné. J'ai laissé à chaque fois qu'il y avait des collègues qui assistaient aux auditions la parole aux uns et aux autres. Donc nous avons fait des auditions qui étaient très ouvertes et qui, encore une fois, nous ont permis d'entendre, et d'un côté les élus locaux, et d'un côté qu'ils soient ruraux ou pas, avec l'AMF et la MRF, le syndicat des directeurs généraux de services, des secrétaires de mairie, dirais-je, indépendantes, en tous les cas qui ne sont pas regroupés dans une fédération, mais qui étaient suffisamment engagés sur le sujet pour que nous ayons eu à les entendre. Et puis, peut-être non pas une nouveauté, mais moi j'ai souhaité
aussi entendre la rapporteure, les rapporteurs du Sénat, parce que je trouve que c'est aussi une bonne méthode de travail de comprendre dans quel contexte, comment qu'ils écrivent les lois et nous, quelle peut être notre analyse avant de les écrire clairement. D'abord, ça facilite les choses en CMP, quand on a déjà eu un contact auparavant, et puis ça permet surtout de se comprendre, et les sénateurs ne sont pas ceux qui connaissent le moins aussi les élus locaux. Nous avons tous notre connaissance des territoires. Donc voilà un petit peu sur la méthode telle que nous l'avons travaillée, telle que j'ai souhaité qu'elle puisse être maintenue. Nous avons donc eu la commission, nous sommes réunis en commission des lois pour son examen. Nous avons fait adopter un certain nombre d'amendements. Et depuis lors, puisque je vous dis tout, c'est quand même l'idée de cette délégation également, il peut rester des interrogations de certains que nous sommes prêts évidemment à examiner. Notamment, et parce que ceux qui ont suivi l'ont entendu, une forme non pas de déception, puisque les secrétaires généraux de mairie savent très bien quelle est la loi, qu'est-ce qui est possible pour des parlementaires de faire ou pas, mais c'est vrai que nous avons souvent été confrontés à l'article 40, et donc cet article 40 qui ne permet pas de mettre des charges, c'est le cas de le dire, à la charge des collectivités, et donc ceci peut se lever grâce à des accords que nous pourrions avoir avec le gouvernement sur le sujet, et je crois comprendre que nous avons une forme d'unanimité, et en tous les cas un ministre qui est extrêmement à l'écoute sur le sujet, que nous avons vu très en amont, que je reverrai dans les jours à venir, et qui entend ce que les secrétaires généraux de mairie disent, ce que les élus locaux nous indiquent également, parce que nous le voyons, ce métier, puisque moi aussi j'aime bien parler de métier, et d'un intérêt évidemment extrêmement fort dès lors qu'il sera plus connu, dès lors qu'il sera plus reconnu. Et c'est l'un de nos enjeux, puisque lorsque vous n'avez plus de secrétaire de mairie dans votre commune, vous avez des mairies où il se passe franchement plus rien, ce qui est inquiétant, et sur le plan démocratique, et tout simplement sur le plan aussi pratique, parce que le ou la secrétaire générale de mairie, vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, est le couteau suisse, le mouton à 5 pattes. Moi, je vais surtout dire la personne, probablement l'une des personnes les plus polyvalentes qu'on puisse connaître, puisqu'il s'agit d'être un financier, il s'agit d'être un juriste, il s'agit d'être un manager parfois, il s'agit d'être psychologue des élus parfois, il s'agit d'être accueillant, parce que vous êtes parfois le premier contact que vous avez avec nos concitoyens, et puis être également des rédacteurs lorsque vous rédigez tous les documents qui suivent un conseil municipal, lorsque vous envoyez les convocations. Bref, nous les avons dans tous les domaines. Vous devez avoir des compétences en urbanisme, en police, dans tous les domaines. Donc je crois que c'est vraiment de nature, ce texte est vraiment de nature à régler un certain nombre de choses. Il ne réglera pas toute la situation de la fonction publique territoriale. Je vous rappelle le titre de cette proposition de loi, c'est revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Pourquoi je le précise? Parce que j'ai vu parfois dans les débats ou dans les auditions des tentations de dire mais vous ne vous intéressez pas à telle catégorie, vous n'êtes pas allé regarder. En effet, cette proposition de loi, c'est revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Une première victoire, entre guillemets, même si j'aime pas obligatoirement le thème, source de satisfaction, c'est que nous avons adopté en commission des lois à l'unanimité cette proposition de loi. Ce qui avait été le cas à 2 reprises au Sénat, vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, puisque une PPL avait été adoptée en avril, celle d'une Sénomarraine également, en la personne de Céline Brulin, et puis celle de François Patria, également à l'unanimité en juin. Un rapport également fort intéressant a été
rédigé et beaucoup travaillé au Sénat. Donc nous avons un grand nombre d'éléments nous permettant, je l'espère, de répondre aux attentes tant des élus locaux que des secrétaires généraux de mairie. Enfin, dernier mot pour vous dire que vous l'avez compris, nous espérons une inscription rapide. Le résultat que nous avons obtenu en commission des lois me laisse à penser que nous pourrions peut-être avoir une inscription ou dans ce qu'on appelle les semaines transpartisanes ou une autre inscription. Enfin, je pense qu'on obtiendra une inscription d'ici la fin de l'année, c'est le but. Et ça veut dire que ça nous laisse aussi encore du temps éventuellement pour vous écouter les uns les autres si vous aviez des suggestions auxquelles nous n'avons pas pensé. Ça nous permet de pouvoir continuer à échanger avec le gouvernement qui lui aussi continue à avancer avec les organisations professionnelles, parce que dans la fonction publique territoriale, c'est pas seulement le gouvernement qui décide, ce sont et les associations d'élus locaux et les syndicats, dès lors que nous touchons au statut, et ça j'aime aussi à le rappeler. Donc le ministre a d'autres interlocuteurs que sa seule volonté. Donc voilà, nous disposons, je l'espère, d'un peu de temps qui nous permet, si vous le souhaitez, de pouvoir, alors à la marge, puisque nous sommes quand même convaincus qu'il s'agit du bon texte, mais de pouvoir l'amender pour la séance publique. Voilà, Monsieur le Président, de façon très succincte, ce que je souhaitais vous indiquer, et surtout à votre disposition pour répondre aux questions que vous auriez sur le sujet. Merci Madame la rapporteure. Alors peut-être 3 questions pour ouvrir le bal et ensuite bien sûr je donnerai la parole aux 8 collègues présents en dehors de nous deux, Madame la rapporteure. Donc quelques questions. La première, j'aimerais que vous rappeliez, même si on a eu l'occasion d'en échanger ensemble, que vous rappeliez à la délégation de manière assez précise les dispositions qui sont incluses dans cette proposition de loi, notamment au regard des catégories, puisque ça a fait l'objet de débats assez importants et c'était l'objet aussi de revendications. C'est peut-être aussi là que se trouve une partie de l'aspect déceptif pour certaines secrétaires de mairie. Vous aurez l'occasion de nous en rappeler. Ma deuxième question est liée à la première. L'un des aspects qui a fait le plus débat au Sénat et auxquels les sénateurs sont malgré tout assez attachés, en tout cas certains d'entre eux, et notamment mon homologue Françoise Gatel, c'est la question de la possibilité de promotion interne, y compris en catégorie A sur décision du maire, même si ça demande à être objectivé par un avis. Il faut voir quelle serait la nature de cet avis du centre de gestion. Mais est-ce qu'on a pu avancer sur ce point en commission? Ça, c'est la deuxième question, mais qui est liée à la première. Et puis, troisième aspect qui a parfois pu être discuté sur le sujet de cette proposition de loi, la question des contractuels et notamment l'extension de la possibilité d'engager des contractuels pour ce poste de secrétaire général de mairie, puisque la proposition de loi porte aussi cette dénomination, et on sait qu'en France, la manière dont on nomme les choses est une chose très importante, peut-être un peu plus qu'ailleurs à l'étranger. En tout cas, on y accorde plus d'importance. Et donc, la possibilité pour ces secrétaires de mairie, pour ces postes dans les communes de 1000 à 2000 habitants, ça avait été évoqué au Sénat, de recruter des contractuels de manière un peu plus souple que ça n'en est le cas aujourd'hui, et sur le modèle de ce qui est possible pour les directeurs généraux des services au-delà de 2000 habitants. Voilà, sur ces 3 questions. Et puis ensuite, bien sûr, je fais tourner la parole auprès de qui souhaitera la prendre. Madame la rapporteure. Alors, merci, Monsieur le Président. Donc, nous avons en effet modifié le texte en étant plus souple. C'est un peu ce que je vous disais dans mon propos liminaire, par rapport à ce que faisait le Sénat en précisant dans le premier article A, donc qui était un article qui avait été introduit par le Sénat, le A nouveau, en indiquant que dans les communes de moins de 3005, le maire nommait un agent secrétaire général de mairie, et qu'à défaut, s'il le souhaitait,
il pouvait aussi nommer un directeur général des services. En gros, nous laissons la liberté au maire sans précision. Et pourquoi est-ce que nous avons fait ça? Parce qu'on s'était rendu compte que dans la rédaction qui avait été retenue au Sénat, eh bien, par exemple, on pouvait exclure certains recrutements, notamment de catégorie A, dans des communes de moins de 2000 habitants. Or, en fait, dans la réalité, on se rend compte que le nombre d'habitants, j'allais dire, on s'en moque un peu. Parce que vous avez des communes de 800 habitants qui, parfois l'hiver ou l'été, se retrouvent à avoir 10 ou 15 000 habitants et qui ont vraiment obligatoirement besoin de directeurs généraux de service ou de secrétaires de mairie, peu importe comment ils les appellent derrière, mais qui soient des catégories A et parfois A+. Et donc, ce que nous avons cherché à faire, c'est à faire en sorte que chacun puisse eh bien, vraiment recruter la personne dont il a besoin. C'était ça notre objectif. Ce n'est pas de cadrer totalement les maires. Inversement, nous avions des exemples de communes où vous pouvez avoir 3499 habitants à proximité d'une très grande ville, d'une métropole, et où vous n'avez quasiment aucune compétence, où vous n'avez pas d'école à gérer, où vous n'avez plus de collaborateurs, et donc qui ne justifierait absolument pas de mise en place de politique publique particulière, et donc où il ne serait absolument pas justifié eh bien, d'avoir un directeur ou une directrice générale des services. Donc nous avons souhaité, voilà ce qui nous a entraîné, ce qui nous a permis d'arriver à cette rédaction. Les articles suivants, en fait, on a un premier article qui, quelque part, pardonnez-moi, c'est pas très élégant, mais gère le flux. Et puis, on a un autre article qui gère le stock. Pardon, mais c'est vraiment ça dont il s'agit. C'est-à-dire que vous avez les personnes qui sont en poste depuis un moment. Et là, il restera à définir eh bien, par décret quels seront les critères que nous retiendrons sur l'ancienneté, sur l'ancienneté nécessairement, ça c'est certain. Est-ce que ce sera 4 ans, 5 ans? Certains disaient 8 ans. Évidemment, cela se fera en collaboration, comme je vous le disais, avec les organisations professionnelles. Nous avons également la nécessité de vérifier aussi, donc ce travail se fera évidemment avec les instances pour que l'on vérifie, avec le maire également à la demande du maire, que la personne est en capacité eh bien d'être considérée comme un agent de catégorie B. Là-dessus, lors de toutes les auditions que nous avons eues, il y avait aussi une forme d'unanimité pour dire que le secrétaire général de mairie eh bien, devait être un agent de catégorie B. Alors nous avons eu en commission, alors très peu, c'était plutôt dans les auditions, les débats sur le sujet de « Ah bah oui, mais ceux qui sont déjà catégorie B, j'allais dire que oui, on peut toujours trouver, là on est vraiment sur un texte qui concerne les personnes, les 60% de personnes qui sont en catégorie C, dont nous savons qu'ils doivent être B parce que ce qu'ils font au quotidien correspond à un travail de B, et pour autant nous n'allons pas retirer à ce qui a été acquis aux agents de catégorie A. Enfin, moi j'ai toujours du mal avec l'égalitarisme, même si on sait que dans notre pays c'est parfois ce qui prévaut. Pour les B et A, en plus, nous avons été confrontés évidemment à ce que, et pour imposer que nous imposions, c'est le cas de le dire, que nous écrivions dans la loi qu'à partir de maintenant, nous devrions recruter ce que nous aurions tous voulu, les secrétaires généraux de mairie en catégorie B, eh bien, c'est le fameux article 40 qui nous a été aussi soumis, donc que nous espérons eh bien, pouvoir être relevé pour la prochaine, pour la séance. Sur la formation qui maintenant devra être suivie
dans les semaines après l'embauche. Donc là, on est bien sur le flux. Et donc, nous devons aussi arrêter, oui, ce qu'il sera indispensable d'avoir comme connaissance pour exercer ses fonctions de secrétaire général de mairie. On a eu pas mal de sujets sur, évidemment, la rémunération. Et là, encore une fois, Monsieur le Président, nous sommes soumis à l'article 40. Vous m'avez posé la question des contractuels. Et sur les contractuels, pour l'instant, c'était possible de le faire, d'employer des contractuels quand on était de 1 habitant jusqu'à 1000 habitants. Nous sommes passés de 1000 à 2000. Donc de 1000 à 2000, vous pourrez évidemment, enfin pas évidemment, nous pourrons demain recruter des contractuels parce qu'encore une fois, cela correspond au bon sens puisque nous n'arrivons pas aujourd'hui à recruter, encore une fois, plus de 2000 postes sont vacants. Voilà, Monsieur le Président, si vous avez besoin de précision, mais je pense avoir été... Oui, le paradoxe de la situation actuelle, c'était que dans les très grandes collectivités, il pouvait y avoir des contractuels, dans les toutes petites aussi, et dans la catégorie intermédiaire, ça n'était pas possible, même si je me suis exprimé de manière un peu confuse tout à l'heure. Donc, on a, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne sont pas encore signalées, mais on a une première question de Monsieur Jocelyn Designy. Cher collègue député de l'Aisne, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Effectivement, l'essentiel a déjà été dit lors de vos deux interventions en ce qui concerne le besoin et l'utilité fondamentale des secrétaires de mairie. On est tout à fait sur le même point d'accord avec vous au niveau de cette proposition de loi sur le fait qu'il faut revaloriser financièrement le salaire des secrétaires de mairie. Nous sommes également très inquiets sur les formations. On sait qu'elles sont souvent, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, elles ou ils travaillent sur 2 ou 3 mairies en même temps. Donc, en termes de temps à libérer pour faire des formations, c'est toujours un problème auquel il faut réfléchir, je pense, sur la formule des formations qu'on pourrait proposer pour qu'elles puissent les suivre de manière factuelle. Parce que, même si en théorie, c'est effectivement un souhait, il faut que ça soit possible sur le terrain. Et également, en termes d'attractivité pour le métier, travailler également en amont sur des formations afin que les nouvelles générations de secrétaires de mairie puissent être déjà formées avant de rentrer dans les communes, dans les mairies. Et pour cela, je pense que cette proposition de loi va dans le bon sens en revalorisant en amont le salaire qui permettra, je l'espère, de susciter l'intérêt des plus jeunes. Et donc, on a également, toujours pour le premier volet de questions, une question de Monsieur Jean-Claude Roux, cher collègue député de Loire-Atlantique. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, je me joins évidemment au constat partagé de la nécessité d'améliorer les conditions de travail, de rémunération et de carrière des secrétaires de mairie. Et je souscris pleinement à l'analyse du rôle majeur que ces personnes occupent dans nos communes, tant elles sont des actrices, d'une part, de bonne administration de ces collectivités et de la mise en œuvre des politiques publiques initiées par les équipes municipales. Dans ce cadre, le renouvellement des générations et le nombre de postes vacants que vous avez évoqué appellent des mesures pour ne pas laisser nos communes s'affaiblir. Et j'ai connu, comme vous tous, j'imagine, un certain nombre de maires dans ma circonscription qui ont dû, pendant des semaines, parfois des mois, se passer des services de secrétaire général ou de DGS, avec les conséquences que l'on connaît. Donc mes interrogations portent sur 2 points. Le premier concerne l'absence de dispositifs d'accompagnement financier des communes au sein de la proposition de loi, en tout cas dans son état actuel, parce que la rémunération constitue évidemment un élément majeur du manque d'attractivité du métier de secrétaire de mairie, au regard de la polyvalence, de la richesse des compétences à mobiliser pour les missions qui y sont attachées. Donc je crois que la proposition de loi du groupe communiste adoptée au Sénat prévoyait un fonds de soutien local pour les communes de moins de 2000 habitants. Donc, pouvez-vous nous présenter la réflexion de la Commission des lois sur cet aspect, les raisons de l'absence d'accompagnement de cet ordre dans le texte, ou en tout cas savoir si l'article 40, là aussi, sera un obstacle insurmontable. Et puis le deuxième point, brièvement, concerne
Donc la possibilité pour les communes de moins de 2000 habitants de recourir à la voie de la contractualisation pour voir des postes. Donc on peut voir un aspect quelque peu paradoxal, avec d'un côté l'objectif de la proposition de loi qui vise à améliorer les conditions de travail, et de l'autre côté un cadre qui est moins protecteur et moins valorisant. Donc tout simplement, comment est-ce qu'on peut concevoir cette ouverture de la contractualisation avec la revalorisation du métier, puis surtout comment s'assurer du caractère, on va dire, transitoire de ces recrutements et les mesures qui puissent encourager évidemment ensuite à l'accès au statut de fonctionnaire, à la titularisation. Madame la rapporteure, je vous donne la parole pour répondre aux deux collègues. J'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de questions, c'était plus un constat et... Comment ? Oui. Alors moi, je suis pas inquiète, autrement je serais pas sur ce sujet. L'inquiétude et que vous partagez sur le financement. Alors là, c'est vraiment la rapporteure à titre personnel qui s'exprime et parce que j'ai aussi exercé des fonctions d'exécutive. Je crois qu'à un moment donné, on se doit de se rappeler que quand on est maire, quand on est président d'agglomération, quand on est président de département ou de région, on fait aussi de la politique, c'est-à-dire qu'on fait des choix politiques. Et aujourd'hui, moi, je suis quand même souvent toujours un peu étonnée dans nos discussions à l'Assemblée, c'est que on prendrait un peu les maires comme des gens qu'on devrait assister dans toutes leurs décisions. Et pardon d'utiliser ce terme assister, mais j'ai quand même vraiment toujours l'impression que c'est un peu ça dont il s'agit. Et que là, on leur donne la possibilité, eh bien, en effet, de répondre à une nécessaire amélioration du statut de leurs collaborateurs, de leurs principal collaborateurs. Et on est en train de se demander tout de suite comment on va faire pour compenser. C'est un peu, enfin, pardonnez-moi, mais je sais que j'ai une position assez personnelle là-dessus. Mais je trouve qu'on ne peut pas toujours tout compenser, à l'exception des communes qui vraiment n'ont pas les moyens. Et là, je pense que ça peut se regarder parce que vous avez parfois, et par exemple, je l'ai vu à l'échelle de certains départements, quand vous regardez vraiment celles qui n'ont pas les moyens, les communes qui n'ont pas les moyens, souvent à l'échelle d'un département, il s'agit de moins d'une dizaine. Il faut quand même se le dire, selon les critères de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que des communes qui n'ont vraiment plus du tout les moyens. Donc ça veut dire que ça concerne très peu de communes. Et moi, le fond qui consiste à dire les communes de moins de 2000, je trouve que c'est pas juste. Parce qu'encore une fois, vous avez parfois des communes de plus de 3000 ou de plus de 10 000 qui sont dans des situations extrêmement plus compliquées que des communes de moins de 2000 qui, elles, ont de gros moyens par rapport à leur localisation, par rapport à leur histoire, par rapport à plein de choses. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le fonds d'amorçage. Moi, je ne serais pas un très fort soutien sur ce sujet auprès du ministre. Je le serais, en revanche, si nous sommes en capacité d'étudier des communes qui n'auraient vraiment pas les moyens, et ce sur un temps donné. Parce que s'il est vrai que parfois il est difficile en termes de politique publique de modifier les choses sur un an, quand vous avez 3 ans, vous avez le temps de pouvoir voir en effet là où vous voulez aller. Mais ce que j'ai observé en termes de rémunération, hélas, c'est que souvent, ce sont les secrétaires généraux, enfin à l'époque, maintenant on va les appeler secrétaires généraux, mais en tous les cas, ce sont souvent les secrétaires de mairie qui sont les premiers freins. Parce qu'en fait, c'est elles qui font souvent le budget. Et quand vous échangez avec elles, elles vous disent bah non, en fait, notre commune, on n'a pas les moyens parce que, vous comprenez, si je m'augmente, il va falloir qu'on fasse moins de fleurissement, il faudra qu'on donne moins au déjeuner des anciens pour Noël, moins pour le cadeau de la fête des mères, moins pour... Enfin, vous voyez, elles sont les premières. Et donc, la réflexion qu'on a pu avoir avec les responsables de groupe, notamment de la majorité, et de par les échanges que j'ai pu avoir avec le cabinet du ministre,
c'est que nous avons un outil, le RIFSEP, qui est très peu utilisé en fait en milieu rural et encore plus quand on parle du milieu très rural. Alors déjà, on peut s'interroger pourquoi il n'est pas très bien utilisé. S'il n'est pas très bien utilisé, c'est parce qu'il est trop compliqué. Tu le fais comme ça et donc c'est trop compliqué. Donc déjà, comment est-ce qu'on essaie de faciliter les choses? Parce que cet outil, il existe et on l'a. Donc plutôt que de réinventer un autre truc, moi je fais partie de celles qui pensent que on doit essayer de faire en chose, peut-être de simplifier, ou en tous les cas, si on essayait de voir qu'il y a une forme de troisième branche pour les secrétaires de mairie au sein du RIFSEP, où on pourrait définir ce qu'est une secrétaire de mairie qui a en charge une personne au service technique, ou celle qui en a 20, une personne qui est en charge la gestion d'une DSP, une personne qui aurait en charge une école, 2 écoles, 3 écoles, une personne qui en charge... Bref, on aurait une sorte de classement possible, et ce qui permettrait, au bout du compte, d'accompagner les maires dans la lecture, parce que c'est vrai, quand la secrétaire de mairie arrive pour dire monsieur le maire, on peut mettre en place le RIFSEP, combien je vaux entre 0 et 15 000, c'est pas simple la position de l'élu pour répondre évidemment à cette question. Donc ça, je crois qu'on a aussi des marges de manœuvre là-dessus, où on doit pouvoir avancer et travailler. Sur les contractuels, j'entends. Et je savais que vous alliez me dire ça. Je ne partage pas cette analyse parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne trouve pas. Donc, si on ne le fait pas par plaisir de permettre aux communes de 1000 à 2000 habitants, si on était dans une période où nous pouvions recruter en veux-tu en voilà, et que nous ayons des candidats à la fonction publique territoriale en veux-tu en voilà, évidemment que nous n'aurions pas adopté cet amendement. Si nous l'avons adopté, c'est pour répondre à une situation qui correspond à des attentes sur le terrain, tout simplement. Non, j'ai entendu. Vous aviez, mais en fait, votre inquiétude, c'était de vous dire, est-ce que c'est pas paradoxal par rapport à ce qu'on essaie de faire? Non. C'est qu'aujourd'hui, pour avoir échangé, vous avez des personnes qui ne souhaitent pas, qui souhaitent vraiment conserver le statut de contractuel. Oui, là, en fait, je crois qu'il faut concevoir ce texte comme une étape dans la définition de ce qu'est un métier de secrétaire de mairie, qui ne recoupe pas forcément un type de statut, même si en fait on ajuste le statut au métier tel qu'on le conçoit et on le définit un peu dans les compétences qui sont attendues. Hein. Et c'est la raison de ce qu'évoquait Madame la rapporteure avec le fait qu'à terme, on ne se retrouve plus. On peut se dire que dans quelques années, il n'y aura plus d'agents en C, effectivement, parmi les secrétaires de mairie, parce que c'est une forme de reconnaissance des compétences qui sont attendues. Donc c'est plus métier que statut au sens de contractuel ou pas. Et en effet, c'est une solution de pragmatisme. Et moi, je peux là aussi attester qu'il y a des cas dans lesquels on a des personnalités comme secrétaire de mairie qui préféreraient être contractuels ou qui préfèrent rester contractuels. Ça existe, hein, ce type de situation. Et je ne peux qu'abonder dans ce que disait aussi Madame la rapporteure sur l'inconvénient des seuils dans la définition de ce métier, parce que, en effet, être secrétaire de mairie dans une commune, fût-elle de 800 ou de 1200 habitants, qui a des fonctions de centralité, c'est pas du tout la même chose que d'être secrétaire de mairie dans une commune de 1800 habitants qui est une commune périurbaine. Hein. C'est pas du tout la même responsabilité. La commune de 1800 habitants, pour prendre un exemple qui est collé à une métropole, elle sera peut-être pas centre pour délivrer des titres d'identité, alors qu'il est possible que la commune de 1000 habitants qui a des fonctions de centralité le soit. Je prends un exemple très basique. Mais c'est l'inconvénient de travailler sur ces notions de seuil. Et puis, j'ajouterais dans les missions et dans le rôle qu'elles remplissent, quelque chose qu'on dit assez rarement, mais dans les relations entre les communes et les intercommunalités, souvent, les secrétaires de mairie jouent une sorte de rôle de médiation ou parfois d'explication et ont un rôle assez important d'incrémentation de règles,
et d'explication parfois du fonctionnement de l'intercommunalité auprès des citoyens, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'elles sont l'incarnation de la commune. Mais souvent, et j'en ai parlé avec beaucoup de présidents de PCI, quand on a des choses à expliquer, complexes, y compris quand il y a des transferts de compétences, faire passer les messages par les secrétaires de mairie, c'est souvent un bon biais d'information de la population et même d'explication à l'équipe municipale ensuite de décisions qui sont effectivement prises. On a également une question de Monsieur Philippe Lotio. Monsieur le député. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Deux observations. Bon, il y a beaucoup de bonnes choses, évidemment, dans ce projet. C'était nécessaire. Une observation, en effet, c'est difficile de parler, ça a déjà été dit, plus ou moins, de parler d'attractivité sans parler de rémunération. Donc, en effet, est-ce qui est envisagé ou envisageable, alors on ne peut pas le faire dans le texte de loi, mais d'engagement, de formaliser quelque chose pour envoyer un futur décret sur une grille de rémunération spécifique, etc. Est-ce que aussi un des soucis qu'il y avait aussi, là c'est quelque chose qui a été remonté par le syndicat des DG, bon, ancien collègue là-dedans, c'était remonté par le syndicat des DG. Il dit attention parce qu'on revalorise certes à un moment le métier, c'est nécessaire, mais on peut dévaloriser le métier dans les communes de 2000 à 3500 habitants, où auparavant il y avait un directeur général des services, et aujourd'hui on va permettre potentiellement au secrétaire de mairie catégorie C d'avoir le poste. Donc il dit attention, il y a quelque chose finalement peut-être qui va risque peut-être de se passer à l'envers. Ce que je t'ai souligné, j'ai pas, voilà, je voudrais avoir un peu votre sentiment là-dessus. Et troisièmement, est-ce qu'à un moment, mais là encore malheureusement c'est pas du domaine de la loi, mais à un moment on se rend compte aussi, moi ça m'a été dit par plusieurs responsables, secrétaires de mairie dans les communes de moins de 2000 habitants, qui ont l'impression d'être un peu maltraités indépendamment du poste, mais en termes de primes notamment, de rémunération, d'avantages de rémunération, c'est pas, mais le RIFZEP existe, mais après il faut mettre en place, mais de différentes choses, différentes indemnités, etc., d'être un peu maltraités par rapport à leurs collègues dans des communes de plus de 2000 habitants. Voilà, c'est trois points, je voulais avoir un peu votre sentiment là-dessus. Sur l'attractivité et la rémunération, je ne peux qu'adhérer à ce que vous dites. Mais je ne désespère pas que dans les discussions que le ministre Guérini aura avec et les élus locaux et les syndicats, nous puissions, comme on le voit régulièrement, obtenir des avancées sur le sujet. Sur les inquiétudes des DGS, pardon, mais là encore, vous voyez, c'est très français, ça. Vous faites un plus pour quelqu'un et celui qui est juste au-dessus a l'impression que c'est un moins pour lui. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à conceptualiser. Je vois pas, quand vous faites un plus pour certains, ce que vous retirez à l'autre. On lui retire rien à l'autre. Et si l'autre a besoin de reconnaissance, je l'entends, mais ce n'est pas le sujet de la PPL. Et ça, il faut vraiment qu'on essaie de lutter contre ça, parce que dans notre pays, c'est quand même extrêmement compliqué. On a toujours l'impression que dès que vous donnez à quelqu'un, ceux qui sont pas concernés, eh bien, ont l'impression qu'ils sont dévalorisés. Ils ne sont pas dévalorisés, c'est juste que ce n'était pas le sujet que nous avons traité pour l'instant. Et donc, le sujet des directeurs généraux de service, c'est un autre sujet. Et justement, là, nous avons voulu quelque part permettre à tous de pouvoir avoir aussi un DGS peut-être dans les communes de moins de 2000. Enfin, parce que, encore une fois, il peut y avoir aujourd'hui des besoins. Et donc, moi, je ne le vois pas comme un moins, ou alors il faudra qu'on me le prouve. Et encore une fois, on a quelques jours pour quelques semaines pour y aller. Mais je ne vois pas ce que ça amènerait en moins aux uns. En revanche, je vois bien ce que ça peut apporter en plus aux autres. Et c'est vraiment ce qui a prévalu dans les quelques amendements que nous avons déposés par rapport à la PPL du Sénat. Donc, j'espère qu'ils seront rassurés, que c'est un moyen... parce que en plus, le syndicat des DGS, ils ont beaucoup fait pour que nous en arrivions là pour les secrétaires généraux de mairie. Donc, je comprends, c'est grâce à eux, en très grande partie que nous en sommes là, mais c'est pas un moins pour eux. En tous les cas, moi,
Je me plais à le penser de cette manière et encore une fois, je suis prête à examiner les choses, mais je crois que c'est juste un plus. On a donc une prise de parole de Monsieur Royer-Perrault, Monsieur le vice-président de la délégation. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon, je n'ai pas nécessairement de questions, plus une observation. En tous les cas, d'abord, Madame la rapporteure, merci pour votre travail et l'excellence et la qualité de votre rapport. Je pense que c'est important de pointer le travail que réalisent nos secrétaires de mairie. Ce sont celles et ceux qui, il y a quand même aussi des hommes, qui nous accompagnent au quotidien dans les missions que nous menons dans nos collectivités. Et ce sont des apports précieux. Vous avez fait état de deux choses qui m'interpellent et qui rejoignent les préoccupations qui ont été les miennes lorsque j'ai réalisé avec mon collègue Alexandre Vincendé le rapport sur les polices municipales. La première des choses, et vous avez posé le sujet, et je vous rejoins totalement, c'est un choix politique que les collectivités doivent assumer, que les maires ou les présidents d'exécutifs doivent assumer lorsqu'il est décidé de porter plus d'efforts sur la police municipale, sur les secrétaires de mairie ou autres, et qu'on ne peut pas, à chaque fois qu'il y a des revendications de cette nature, des revendications salariales, demander qu'elles soient compensées par l'État. Et je trouve que là, il y a un vrai sujet, parce que je me rends compte dans les auditions qui sont les nôtres que c'est un réflexe systématique et qui finit par poser un certain nombre de questions. Parce que aujourd'hui, lorsque vous décidez, si vous souhaitez avoir des personnels compétents, des personnels qualifiés, des personnels qui sont, je dirais, mobilisés, eh bien, il faut faire le geste financier qui va bien et quelque part c'est un choix politique que l'on doit assumer et qui est la conséquence de la bonne gestion d'ailleurs de la collectivité et c'est une mission je pense que tous les élus doivent avoir. Deuxième sujet, c'est sur le nombre de postes vacants. Là aussi ça m'interpelle parce que police municipale, nous avons de plus en plus de difficultés à recruter, nombre de postes sont vacants. Hier, j'étais en audition à la commission de la Défense. Nous avons dans l'armée de terre 2000 postes non pourvus et nous déclinons cela institution après institution, collectivité après collectivité, administration après administration. Nous sommes à 7,2% de taux de chômage. Nous avons donc des perspectives pour tendre vers le plein emploi à 5%. Et malgré cela, malgré le fait que nous ayons des postes ouverts, donc budgétés, qui sont en capacité de recruter, eh bien, nous n'y arrivons pas. Et donc, ça pose, me semble-t-il, quand même un sujet de fond beaucoup plus vaste, de société sans doute aussi, parce que ça n'est sans doute pas qu'un problème de rémunération à cette échelle-là d'enjeu. Et je me demande dans quelle mesure, Président, d'ailleurs, il ne serait pas intéressant d'élargir, d'avoir une réflexion sur cette difficulté un peu transversale que l'on rencontre dans les recrutements, parce que ça semble être un vrai sujet. Et comment, quelque part, on accompagne les politiques publiques pour surmonter cette problématique-là. Et donc, au regard du travail que vous avez réalisé, je suis aussi très preneur de vos observations en ce domaine, Madame la rapporteure. Oui, il y a peut-être un défaut plus global de certains métiers de la fonction publique territoriale. Ce que vous évoquiez, Monsieur le Vice-président, à l'instant, ça fait écho, par exemple, à des situations où vous avez des territoires, y compris dans des collectivités qui ont une certaine taille, avec des établissements publics de coopération intercommunale qui peuvent être des communautés d'agglomération, qui, sur des fonctions d'encadrement, ont du mal à trouver les profils et à avoir des candidatures aujourd'hui. Donc, je ne peux que souscrire au sujet plus global que vous ouvrez. Madame la rapporteure, je vous donne la parole. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, je partage à 1000% ce que vous venez d'indiquer. Le problème d'attractivité de la fonction publique aujourd'hui, il l'étend dans la fonction publique d'État hospitalière, hélas, et territoriale. On doit se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Enfin, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas très attractif? Je crois que on n'est pas très attractif parce qu'on n'est pas très souple, tout simplement. Quand vous parliez de la police municipale, moi
j'ai dû envoyer un policier municipal qui était excellent et que nous voulions, alors je vais vous mentir sur le grade, mais bref, il ne pouvait pas rester dans la collectivité parce que nous n'avions pas tant d'attachés enfin bref, il fallait qu'il aille 6 mois dans la collectivité d'à côté pour pouvoir revenir et exercer les fonctions d'eux. Enfin, non mais c'est invraisemblable. Et vous envoyez, d'abord, heureusement que vous avez un peu de copains qui peuvent vous prendre parce que vous allez lui échanger. Enfin, c'est incroyable. Et comment vous découragez évidemment les meilleurs collaborateurs? C'est évidemment par des situations comme celle-ci où vous leur dites mais je suis désolé, vous êtes super bon, vous faites fonction d'eux, mais on ne peut pas vous passer parce que parce que des gens ont décidé que c'était pas possible et que nous on n'arrive pas à trouver le moyen de mettre fin à ce système. Donc ça, là-dessus, moi je partage complètement votre analyse où on devrait remettre les choses à plat et calmement essayer de regarder comment est-ce qu'on fait pour concrètement pouvoir répondre aux attentes. Et puis, je sais bien que c'est parfois un gros mot, mais le mérite, quand vous voyez que vous ne pouvez pas payer ou quasiment pas payer plus quelqu'un qui fait beaucoup plus que, en tous les cas, qui montre qu'il a une vraie envie sur une fonction, qui vous fait des propositions, qui aurait envie, au-delà de sa catégorie, vous pouvez très peu le rémunérer, en fait. Donc, on a aujourd'hui ce vrai souci d'être capable, sans crisper, sans tout de suite qu'on ait l'impression qu'on mette en place un dispositif. Encore une fois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Dès que vous parlez de méritocratie ou du mérite, on vous rétorque que ça va être injuste. Mais c'est pas injuste puisque vous avez par définition affaire à 2 agents qui n'exercent pas leur fonction de la même manière. Donc voilà, je pense que tous ces sujets-là, on doit essayer de les aborder calmement au regard de l'absence d'attractivité de notre fonction publique. C'est comme ça que certains secteurs privés ont réussi à sortir la tête de l'eau. Si. On voit bien, moi je l'ai vu sur des méthodes managériales où on a réussi à être plus attractif dans certains domaines parce qu'on avait tenu compte des situations au regard de la réalité. Et là, j'ai souvent l'impression qu'on a un peu de mal à le faire parce que où on se retourne sur l'État, s'il veut, il n'a qu'à nous financer, ou alors sur l'absence de remise en question pour être plus attractif. Monsieur le député, moi je partage à 100% ce que vous venez de dire. On a une prise de parole de Monsieur Stéphane Buchou, Monsieur le député de Vendée. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, et merci de parler de la Vendée. C'est bien. Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord. Non, juste en 2 mots. Moi, je partage globalement ce qui a été dit à la fois par le vice-président et ce que vous venez d'indiquer, Madame la rapporteure. Je partage complètement l'idée selon laquelle la fonction publique territoriale, entre autres, manque un peu de souplesse. Simplement, juste peut-être préciser que la question de l'attractivité dans les emplois, elle se pose évidemment au sein de la fonction publique territoriale, hospitalière, d'État. Elle se pose aussi, malheureusement, dans le secteur privé. Et je suis l'élu d'un département où cette question est particulièrement aiguë, avec un taux de chômage qui frôle évidemment les 5%. Donc, par contre, effectivement, on doit peut-être pouvoir s'inspirer au niveau de la fonction publique des idées qui ont pu être mises en œuvre dans un certain nombre d'entreprises et peut-être des entreprises bien connues au niveau médiatique. Mais encore une fois, la question du rapport au travail, de l'attractivité de certains métiers se pose aussi malheureusement dans tous les secteurs d'activité et dans quelque entreprise de quelque taille qu'il soit. Voilà. Merci, Monsieur le Président. On va peut-être prendre tout de suite la question ou la remarque de Madame la rapporteure spéciale Marina Ferrari. Madame la députée de Savoie, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, merci pour votre exposé. Bon, on partage tous le constat et la nécessité de travailler à offrir un meilleur statut à nos secrétaires de mairie. J'ai deux petites précisions. Dans la première interpellation de Monsieur le Président, il y avait la question du passage, de faciliter le passage éventuel de catégorie B en catégorie A. Et j'ai pas entendu une réponse, un positionnement sur ce sujet, ou alors j'ai peut-être été peu attentive, vu la fatigue qui commence à s'installer dans ces périodes budgétaires. Et deuxièmement, la question tout à l'heure de la formation qui a été évoquée par notre collègue de Signy me semble très importante parce qu'elle participe aussi, elle contribue à l'attractivité de ces métiers qui sont, on le sait, très complexes. On va traiter d'urbanisme, de social, d'accueil du public. Enfin, c'est des métiers qui sont vraiment très, très complexes. Est-ce que dans les discussions qui ont été, qui ont eu lieu, est-ce que vous avez envisagé de créer, parce que j'ai vu que dans le texte, il y avait une formation universitaire dédiée qui pouvait être recherchée, est-ce qu'un rapprochement avec les IRA a été envisagé? Pourquoi les IRA? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a aussi un problème d'attractivité dans notre fonction publique d'État et qu'on a une étanchéité parfaite souvent entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, alors même que nous sommes plusieurs élus à déplorer le fait qu'on ait peut-être parfois une méconnaissance des fonctionnaires d'État de la fonction publique territoriale et les U. Et donc, ce serait peut-être une porte d'entrée pour essayer de rapprocher ces deux mondes et de faciliter aussi les allers-retours entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. Voilà, donc je voulais savoir si cette idée avait été envisagée ou pas. Non, du tout. Enfin, du tout. Elle n'a pas été évoquée. Mais elle est en effet elle est intéressante. Ce qui nous a animés, c'est plutôt de dire que, plutôt d'abord que de parler d'universitaire, on voulait parler de supérieur. Et encore une fois, de ne rien s'interdire, que cela devait être travaillé évidemment avec le CNFPT et en priorité avec le CNFPT. Mais je trouve que l'idée à partir du moment où on peut travailler avec d'autres, et comme vous le disiez, les passerelles entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale sont intéressantes. Donc ça, il faudra qu'on puisse trouver un moyen de le rajouter. Sur le souhait qu'un certain nombre d'entre nous avions de voir comment est-ce qu'on accédait aussi à la catégorie A, ce n'était pas non plus l'objet de cette proposition de loi, puisqu'on est sur... on est au moins tombé d'accord sur le fait qu'un secrétaire général de mairie était quelqu'un de catégorie B. Encore une fois, ça n'empêche pas pour autant aux uns et aux autres de pouvoir continuer à passer les concours et d'accéder en A. On a néanmoins un article 5 qui demande au gouvernement de prévoir un rapport sur la requalification et bien en catégorie A et B des emplois de secrétaire de mairie, qui a été maintenu en commission, que nous avons maintenu, et donc qui... même si j'avais quelques doutes sur la possibilité de le faire en si peu de temps, puisqu'il s'agit d'un délai de 6 mois. J'avais pas déposé un amendement sur 12 mois, non? On est resté sur 6 mois? Bon, on est resté sur 6 mois, voilà. Donc ça nous permettra, je l'espère, d'y voir un petit peu plus clair. C'était l'idée justement de dire aussi comment est-ce qu'on travaille sur une autre grille, pour répondre à la question de monsieur le député. Oui, j'avais posé la question, je terminerai par là, parce qu'au Sénat, ça fait l'objet de débats assez vifs, avec la volonté de certains sénateurs de donner cette possibilité aux maires, évidemment avec des échanges avec le centre de gestion, dont je ne me souviens plus du détail dans les propositions d'amendements qui étaient formulées, mais de pouvoir promouvoir en A des agents qui sont aujourd'hui en B, et par décision du maire. Voilà. Donc ça restera un point ouvert pour la discussion en séance, avis aux uns et aux autres, s'ils veulent s'en inspirer dans leurs propositions. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des échanges. Et merci aussi, je le dis, d'avoir rappelé que l'un des honneurs de l'exercice d'un mandat public local exécutif, c'est de pouvoir prendre des décisions et de les assumer. Voilà. Merci.